Saviez-vous que certaines des plus grandes révolutions de l'automobile sont nées ici, en France ? Pas à Détroit, ni à Stuttgart, mais à Paris, Clermont-Ferrand ou Javel. Des ingénieurs têtus, des rêveurs un peu fous ont changé à jamais la manière dont on conçoit et dont on conduit une voiture. Alors, si on reprenait la route ensemble, pour redécouvrir ces moments où la France a fait basculer l'histoire de l'automobile à travers 5 innovations majeures. Accrochez-vous, croyez-moi, la première étape de ce voyage, c'est encore l'huile chaude et l'impulsion du turbo. Allez, c'est parti. Numéro 5, Renault RS01 1977, l'impulsion du turbo et la culture de l'anticonformisme technique. En 1977, Renault bouleverse la Formule 1 avec une idée que beaucoup jugent insensée. Le turbo. À l'époque, les paddocks bruissent d'incrédulité. Comment un petit V6 d'1,5 litre pourrait-il rivaliser avec les V8 et V12 atmosphériques qui dominent les circuits ? Pourtant, la marque aux losanges s'y lance tête baissée. La Renault RS01 en est un prototype vivant. Et sous sa carrosserie monocoque en aluminium, un moteur V6 de 1492 cm3 gavé d'air par un turbocompresseur, 500 chevaux à plus de 10 000 tours minute. Toutefois, la fiabilité, elle, n'est pas encore au rendez-vous. Dès ses débuts à Silverstone, la voiture laisse derrière elle un panache de fumée jaune. D'où son surnom moqueur, The Yellow Teapot, qui signifie la théière jaune. Une façon polie de dire qu'elle cassait souvent. Les ingénieurs de Viry-Châtillon, eux, savaient que l'avenir passerait par la suralimentation. Le turbo permettait d'obtenir plus de puissance sans alourdir la mécanique. En compressant l'air d'admission grâce au gaz d'échappement, on augmentait le rendement du moteur. Simple sur le papier, diabolique à maîtriser. Renault a persisté, affiné, fiabilisé. Et en 1979, la RS10 de Jean-Pierre Jabouille signe la première victoire d'une F1 turbocompressée au Grand Prix de France. À Dijon, sous le soleil de juillet, la France découvre que son industrie peut battre les Anglais et les Italiens à leur propre jeu. Ce jour-là, le turbo devient un symbole national. Et ce n'est qu'un début car quelques années plus tard, la technologie quitte les circuits pour gagner la route. La Renault 5 Turbo, puis la Fuego Turbo, incarnent cette démocratisation de la performance. Les ingénieurs ont réussi à transférer le savoir-faire de la F1 vers des voitures de série. Pour la première fois, une compacte populaire offrait des sensations dignes d'une voiture de course. Plus tard, Saab, Porsche et BMW suivront la voie tracée par Renault. Cette audace, cette envie de bousculer les certitudes, inspirera toute une génération d'ingénieurs. Car si le turbo s'est banalisé depuis, il reste le symbole d'une époque où Renault a osé rêver plus grand, souffler plus fort et changer à jamais le son du moteur français. Numéro 4, la carrosserie à haillons pour les familiales. 1965, la Renault 16. Après l'ère du turbo et de la performance pure, l'automobile française allait prouver qu'innover, ce n'est pas seulement courir plus vite, mais vivre mieux. Et c'est Renault, encore une fois, qui allait réinventer notre quotidien. À l'époque, les berlines tricorps dominaient. 3 volumes bien distincts, moteur, habitacle, coffre. Pratique et limité. Vous vouliez changer un meuble ? Bonne chance pour le faire entrer par une malle étroite. Sous la plume inspirée de Gaston Juchet et Philippe Charbonneau, Renault imagine autre chose en 1965. La Renault 16. Cette même R16 dont on a parlé dans notre vidéo sur les 10 voitures françaises qui ont bouleversé l'industrie automobile. À première vue, c'est une berline familiale élégante. Cependant, derrière ces lignes élancées se cache une idée géniale, le haillon. Une porte de coffre articulée avec la lunette arrière, s'ouvrant d'un seul geste sur tout l'espace intérieur. Simple, évident aujourd'hui, révolutionnaire à l'époque. Nous sommes dans une ère où la berline tricorps est reine, où le coffre est un volume presque symbolique. Rabattez la banquette arrière, et la R16 offrait jusqu'à 346 litres de volume, extensible à un véritable petit fourgon. Une familiale capable de tout faire, partir en vacances, déménager ou transporter un vélo. Sous la direction de Juchet, Renault ose tout casser. Le constructeur propose une berline bicorps à 5 portes raffinées, modulables et rationnelles. En quelques secondes, la voiture se transforme en mini-utilitaire. Un concept impensable pour les puristes d'alors, mais un bijou de logique pour la vie moderne. La voiture s'adapte à vous et non l'inverse.
Sur le plan technique, cette architecture bicorps offrait un gain d'espace, une meilleure répartition des masses et un confort inédit. La R16 associait cela à une traction avant, gage de maniabilité et de stabilité, dans un gabarit pourtant familial. Son moteur longitudinal et sa suspension à barre de torsion assuraient un comportement souple, presque citadin pour l'époque. Le plus fort, c'est que cette idée du haillon allait redéfinir l'automobile européenne. L'Allemagne s'en inspirera pour la Golf, le Japon pour la Civic. Et aujourd'hui encore, la majorité des compacts et SUV modernes doivent quelque chose à la Renault 16. Élue voiture européenne de l'année 1966, elle s'est vendue à plus de 1,8 million d'exemplaires jusqu'en 1980. Certains la trouvaient étrange, anticonformiste même. Mais ce n'était que le début, car avant la Renault 16, une autre innovation française avait déjà changé notre rapport à la route par le contact même entre la voiture et le sol. Une histoire de gomme, d'acier et d'ingéniosité, celle du pneu radial Michelin. Numéro 3, le pneu radial Michelin 1946. On ne pense pas souvent aux pneus quand on parle d'innovation automobile. Pourtant, sans eux, aucune de nos voitures n'aurait tenu la route aussi bien. Et c'est une fois de plus un Français, ou plutôt un Auvergnat visionnaire, qui a bouleversé la planète automobile. En 1946, dans les laboratoires de Clermont-Ferrand, Michelin met au point le pneu radial, une invention aussi discrète qu'essentielle. Avant le radial, tout roulait sur des pneus dits diagonaux. Leur structure était simple, des nappes de cordons de toile croisées à 45 degrés, un peu comme une trame de tissu tendue sous le caoutchouc. Sauf qu'à chaque rotation, ces couches se frottaient entre elles, chauffaient, s'usaient vite et augmentaient la consommation. C'était comme courir avec des chaussures qui grincent à chaque pas. Michelin, lui, a choisi de rompre avec cette logique. Il a imaginé des cordons placés à 90 degrés de la direction de la route, des rayons, d'où le mot radial. Cette disposition change tout, le flanc devient souple. La bande de roulement reste rigide grâce à des ceintures d'acier. Moins de résistance au roulement, plus d'adhérence, une durée de vie multipliée par 2 ou 3. Et, détail non négligeable, une voiture plus stable, plus sûre et plus sobre. Le premier modèle en bénéficier, c'est une certaine Citroën 2 chevaux, dès 1948. Un mariage logique, puisque Michelin était alors propriétaire de Citroën. On peut dire que cette union entre caoutchouc et tôle a changé le monde. À l'époque, personne n'y croyait vraiment. Les pneus radiaux coûtaient plus cher à produire, demandaient des suspensions adaptées et donnaient un ressenti de conduite différent. Les automobilistes les trouvaient trop souples. La réalité technique a fini par s'imposer. Dans les années 60, l'Europe entière bascule vers le radial. En 70, même les États-Unis s'y mettent, quand Ford équipe le Lincoln Continental Mark III de pneus Michelin. À partir de là, la domination est totale. Aujourd'hui, 100% des pneus de voiture sont radiaux, du scooter à l'avion de ligne. Et c'est cette quête d'un confort et d'une maîtrise absolue de la route qui nous mène vers une autre prouesse, signée Citroën encore une fois. Après avoir réinventé la structure et les contacts avec le sol, la marque au chevron va s'attaquer à ce qu'on ressent au volant. La suspension hydropneumatique. Numéro 2, Citroën DS, 1955. La suspension hydropneumatique. En 1955, Citroën présente au monde la DS19 au Salon de Paris. Sous sa carrosserie futuriste signée Flaminio Bertoni, la DS cache une innovation inouïe. La suspension hydropneumatique, fruit du génie d'un homme discret, Paul Magès. Son idée était de remplacer les ressorts métalliques classiques par un duo intelligent, huile hydraulique et azote comprimé. L'huile transmet la force, l'azote absorbe les chocs. Ensemble, ils offrent une souplesse et une stabilité que personne n'avait imaginé. Chaque roue est reliée à une sphère contenant ce mélange, régulée par une pompe haute pression. Cela dit, l'innovation ne s'arrête pas au confort. Cette suspension ajuste automatiquement la hauteur de caisse, maintenant la voiture parfaitement horizontale, même chargée jusqu'au toit. C'est le correcteur d'assiette, un principe repris plus tard dans l'aéronautique et sur des modèles de prestige comme Rolls-Royce. Citroën, fidèle à sa réputation d'avant-gardiste, a osé faire entrer la technologie de l'aviation dans une berline. Et l'impact a été grandiose. La DS devient une référence mondiale. En 1955, c'est une révolution comparable à ce que Tesla a fait un demi-siècle plus tard. La suspension hydropneumatique équipera ensuite la traction 15.6H, puis toute une lignée GS, CX, BX, XM, Xantia, C5 et C6. Elle évoluera jusqu'à devenir hydractive, pilotée électroniquement. La Xantia Activa, en 1995, virait à plat comme une voiture de course. Malheureusement,
Comme souvent avec les grandes innovations françaises, le rêve a eu un prix. Complexe à entretenir, coûteuse à produire, cette technologie s'est peu à peu effacée. Et en 2017, avec la fin de la C5, Citroën a tiré le rideau sur plus de 60 ans d'histoire hydropneumatique. Aujourd'hui encore, aucune voiture n'a vraiment retrouvé cette sensation d'apesanteur. La prochaine grande idée, c'est tout l'esprit français résumé en une phrase. Inventer, même quand le monde trouve ça trop compliqué. Numéro 1. Citroën traction avant, 1934. Perso, je me souviens encore de la première fois où j'ai posé les yeux sur une traction avant. C'était une 11 légère noire, garée dans un petit village de Corrèze. Le soleil de fin d'après-midi caressait ses ailes galbées et malgré son âge, elle dégageait une autorité rare. En 1934, Citroën ose l'impensable. Alors que la plupart des constructeurs continuent de produire des voitures à propulsion, montées sur des châssis séparés, André Citroën décide de tout balayer. Il veut une voiture plus moderne, et c'est ainsi qu'est née la traction avant, la première voiture de grande série à combiner deux avancées majeures, la traction avant et la structure monocoque. Techniquement, c'est un saut de plusieurs décennies. La traction avant, c'est simple à dire et grand à réaliser. Le moteur entraîne directement les roues avant, supprimant l'arbre de transmission et abaissant le centre de gravité. La structure monocoque, c'est une autre révolution. Fini le châssis séparé. La caisse devient elle-même la structure porteuse. Plus légère, comme un squelette intégré. Et avec cette idée simple, la marque invente la base de toutes les voitures modernes. Aujourd'hui, qu'on parle de Peugeot, de Tesla ou de Volkswagen, tout repose sur ce principe. La conception s'est faite en 18 mois à peine. Les premiers modèles, les 7A, souffrent. Cardan fragile, tôle pliée, moteur anémique. La traction casse, se déforme et Citroën se ruine. En décembre 1934, André Citroën perd son entreprise, reprise par Michelin, son principal créancier. Et dès 1936, la traction devient enfin fiable. Plus de 750 000 exemplaires sortent des usines de Javel, de Forêt, de Slof et même de Cologne. Elle devient la voiture de tout le monde. Des notables, des policiers, des gangsters, et plus tard, de la résistance. On la voit dans les films sur les routes de la Libération, lettres FFI peintes sur les portières. Ses qualités routières étaient telles qu'on disait qu'elle domptait la force centrifuge. Ses suspensions à roues indépendantes, ses freins hydrauliques et son équilibre parfait lui donnaient une agilité que même certaines voitures modernes envieraient encore aujourd'hui. Sur les routes sinueuses des Alpes ou dans les rallyes d'après-guerre, la traction faisait la leçon à tout le monde. Et quand la Citroën DS arrive en 1955, c'est elle qui lui cède le flambeau. La DS n'aurait jamais existé sans la traction. Elle en est la fille spirituelle, plus sophistiquée. Alors oui, si je devais mettre un nom sur la plus grande innovation automobile française, ce serait celui-ci. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez d'autres innovations en tête. Et comme toujours, abonnez-vous et laissez un like sur cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte dans le Garage Français.